Brahim, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est à moi. Je tiens à noter que vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation par écrit, dans la conversation écrite, bien évidemment. Je veillerai à les poser au fur et à mesure. Brahim, merci encore une fois et je vous cède la parole. Très bien, merci beaucoup, Madame Aïcha Jubari. Merci également pour le cabinet Horizon RH pour m'avoir invité à cette visioconférence webinaire euh, avec un titre un peu spécial et accrochant. Quel management stratégique faudra-t-il adopter? Quand on dit adopter, c'est essentiellement pour les entreprises marocaines dans un contexte qui est aussi particulier, qui est celui du Covid-19. Alors, permettez-moi, pour planter le décor, de vous dire comment nous allons nous organiser pendant cette séance, quoique Madame Aïcha l'a bien défini. Mais concrètement, je vais vous parler essentiellement de quelques appellations que nous constatons aujourd'hui et qui sont en relation directe avec le Covid-19. Nous allons ensuite voir quels sont les impacts et les répercussions. Surtout, ce sont des répercussions qui ont un caractère négatif du Covid-19 sur l'économie mondiale tout d'abord, et ensuite on va voir rapidement quelques économies telles que les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays tels que la Chine ou l'Inde. Nous allons migrer directement pour voir l'impact sur l'économie marocaine en premier lieu, et en deuxième lieu, on va voir l'impact sur les secteurs d'activité avant de s'immiscer dans la peau des entreprises marocaines, quelle que soit leur taille, petite, moyenne ou grande. Bien sûr, l'État marocain a apporté quelques solutions et il a pris quelques décisions vraiment judicieuses au début de la pandémie. Nous allons ensuite entamer le vif du sujet qui est le management stratégique. C'est quoi le management stratégique? Rapidement, en quoi consiste-t-il? Quelles sont les stratégies de base, ou en tout cas les stratégies gagnantes que les entreprises doivent conceptualiser et mettre en œuvre? Et enfin, ces quelques suggestions, recommandations. Et là, le débat va être ouvert. Mais Madame Aïcha proposait tout à l'heure, pourquoi pas, hein, s'il y a des questions, au fur et à mesure de l'avancement de la visioconférence, les participants peuvent bien entendu les poser et j'essaierai d'apporter quelques éléments de réponse. C'est bon, donc on peut commencer si vous le permettez, Madame Aïcha. Oui, bien sûr, Brahim. Très bien, alors nous avons dit que le Covid-19, il faut savoir que c'est une appellation de l'Organisation mondiale de la santé. Et le Covid-19, c'est coronavirus disaster. Et 19, ça veut dire qu'elle revient à l'année 2019. Mais il y a aussi d'autres utilisations telles que la crise mondiale, la crise sanitaire, etc. Mais moi, j'aimerais bien revenir à une source qui est utilisée aujourd'hui, je pense que vous l'avez déjà constaté, c'est qu'au niveau du titre de cette visioconférence, j'ai utilisé le terme le grand confinement. Alors pourquoi cette appellation grand confinement? Je le dis dès maintenant, c'est une appellation du Fonds monétaire international et le Fonds monétaire international, à chaque fois qu'il y ait une crise, elle essayait en fait d'être le pionnier à donner une définition, une appellation. Donc au début, si on va remonter un peu vers les années 1929, 1930, on va dire que la crise de l'époque, le fameux jeudi noir, était qualifié encore une fois par le Fonds monétaire international comme étant une grande dépression. Une grande dépression parce qu'il y avait une grande offre au niveau international, mais essentiellement au niveau des États-Unis, alors que la demande n'était pas une demande solvable. Et donc, à partir de ce moment-là, le Fonds monétaire international a caractérisé cette crise par la Grande Dépression. Bien sûr, il y a eu d'autres crises économiques à l'échelle mondiale, celle des années 1973, par exemple, la crise du pétrole, la fin des années 80, mais une grande crise est celle qui remonte à 2008, hein, crise de subprimes aux États-Unis. Et là, encore une fois, le Fonds monétaire international a qualifié cette crise par la grande récession. Donc aujourd'hui, on parle du grand
confinement. Donc ça, c'était pour l'appellation et une sorte de prélude pour entamer le sujet. Donc, la première question qui vient directement à l'esprit, quel serait l'impact de cette Covid, hormis l'aspect sanitaire? Alors, sur l'impact concernant l'économie mondiale, on constate, et là encore, selon les statistiques qui ont été données par le Fonds monétaire international, qu'il va y avoir une réduction de plus de 3% du PIB mondial. Alors, quand on dit 3%, c'est aux alentours de 4 000 milliards de dollars. Mais comme vous le savez, le FMI souvent va donner une statistique et après quelques mois, il va la rectifier. Ce qui est sûr et certain, c'est que ça, c'est une première statistique et cette première statistique va être modifiée probablement d'ici la fin de l'année. Mais toujours est-il que la répercussion aussi sur le commerce mondial a été de 11%, ce qui n'est pas rien. Mais mondialement, on peut dire que sur le plan social, nous allons assister à un grand chômage qui va aller jusqu'à 1,2 milliard de personnes, voire même plus. Et là, c'est les statistiques qui ont été données par Financial Afrique. Alors, maintenant, on va zoomer un petit peu et de façon rapide et expéditive sur les grandes économies du monde. Aux États-Unis, la récession va être aux alentours de 6% ou plus exactement 5,9%. Au niveau de l'Union européenne, avec les problèmes du Brexit, etc., ça va être un peu plus, donc c'est aux alentours de 7,5% de réduction du PIB européen. Alors, au niveau marocain, si on va revenir aux statistiques qui ont été données par les hommes de Ahmed El-Halimi El-Alami, HCP, eh bien, c'est 3,9% pendant le premier semestre. Et vers la fin de l'année, probablement que ce taux va être revu à la hausse. Ce qui est un peu particulier, c'est que les pays du BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, BRICS, la Chine, bien entendu, et South Africa. Alors, ces pays, normalement, dans des situations économiques normales, surtout pendant les années 2010, ils réalisaient des chiffres de croissance exorbitants. C'était au-delà de 2 chiffres par an. Alors, récemment, vers la fin de l'année 2019, les taux étaient de 6,6%, presque aussi bien pour la Chine que pour l'Inde. Mais actuellement, avec le Covid-19, les taux de croissance dans ces pays vont être de 1,2% pour la Chine et de 1,9% pour l'Inde. C'est des taux vraiment très bas, mais c'est des taux qui restent quand même positifs, alors que partout à travers le monde, les taux sont négatifs. Si maintenant on va revenir à l'économie marocaine, qu'est-ce qu'on va constater? Eh bien, nous allons constater que le Covid-19 n'a pas été véhiculé de la même façon selon les 4 principaux secteurs de l'économie marocaine, à savoir le secteur primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, ou l'agriculture, l'industrie, les services et les nouvelles technologies de l'information et de la communication, tout ce qui est informatique. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On va constater que le secteur primaire, l'agriculture, n'a pas été affecté de façon drastique avec cette crise du coronavirus. Pourquoi? Eh bien parce que, qu'il y ait crise ou pas, les Marocains vont avoir toujours besoin de consommer des fruits, consommer des légumes, des céréales, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on constate? On va constater que la crise va venir d'un autre côté. Elle est directement liée à la pluviométrie. Effectivement, on constate que, c'est vrai, pendant la fin du mois de mars 2020 et tout le mois d'avril, il y avait de très très bonnes précipitations, mais ça c'est très positif pour tout ce qui est agrumes, tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, mais pas pour les céréales. Pourquoi? Parce que les céréales ont, on va dire, une période assez spécifique qui se situe entre novembre-décembre et les premières semaines du mois de janvier.
Donc, s'il n'y a pas de précipitation pendant cette période, eh bien, l'année agricole va être une année difficile et c'est le cas pour 2020. Et donc, la production des céréales et surtout du blé tendre et dur va être aux alentours de 35 millions de quintaux, alors que les Marocains, en moyenne, ont besoin entre 105 et 110 millions de quintaux pour leur consommation annuelle. Ce qui veut dire qu'on va avoir besoin d'un gap qui est aux alentours de 75 millions de quintaux et cela va avoir un impact négatif aussi bien sur le déficit commercial que le déficit de la balance des paiements. Donc, voilà rapidement sur le secteur primaire, il n'était pas très touché par le Covid. Le secteur secondaire, oui, donc c'est l'industrie, et l'industrie était touchée de plein fouet par cette crise, surtout parce que, figurez-vous, il y a 143 000 entreprises qui ont fermé leurs portes et qui ont libéré leur personnel, soit de façon définitive ou de façon, on va dire, sporadique ou provisoire. Mais on verra par la suite que ça dépendrait, encore une fois, de la taille de l'entreprise. Plus la taille de l'entreprise est grande, plus elle est moins affectée. Plus la taille de l'entreprise est petite, alors là, l'entreprise est totalement reléguée au second plan. Pour les personnes qui ont suivi certainement les médias, les infos, ces quelques jours, vous avez constaté qu'il y a des entreprises qui ont fermé leurs portes à partir du 16 mars 2020 et ils ont repris actuellement. Entre autres, sans faire de publicité, je peux citer le cas de RTE, Renault Tange Exploitation, mais aussi Renault Casa. Donc Renault a fermé ses portes pendant un mois et pendant le mois de mai, ils ont relancé leur activité. Et on va constater qu'effectivement, le secteur de l'automobile a été vraiment affecté par la crise et le chiffre d'affaires de ce secteur a été réduit de presque 86% plus exactement. Alors, si on va aller vers le secteur tertiaire, là aussi, on va constater que ce secteur a été affecté, notamment les petites structures, les cafés, les restaurants, quelques chaînes hôtelières, les agences de voyage et j'en passe. Donc, toutes ces entreprises ont été affectées, ils étaient obligés également de libérer leur personnel. Alors, le seul secteur au niveau du tertiaire, ça veut dire au niveau du service, qui n'a pas été affecté, au contraire, il a connu un développement extraordinaire, c'est ce qu'on appelle la distribution moderne ou la livraison à domicile. Et là, vous avez constaté qu'effectivement, ce secteur a trouvé, dans la crise du Covid-19, un levier de développement historique pour cette activité. C'est vrai, au Maroc, ce secteur ne constitue que 17% de l'activité de distribution, alors qu'il est aux alentours de 38-39 dans les pays pas développés, dans les pays qui ont pratiquement le même niveau de développement que nous. Donc, il y a encore de l'effort à faire à ce niveau-là. Alors, j'arrive au secteur quaternaire, qui est celui des télécoms, de l'informatique, et c'est vrai, ce secteur n'a pas connu presque pas de crise. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tout le monde, pendant cette phase de confinement, utilise de façon extraordinaire les ordinateurs, les téléphones, etc. Moi aussi, il y a quelques semaines, si vous me dites vous allez passer une visioconférence, je ne sais même pas comment ça va se passer. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'habitude de travailler avec Zoom, avec Google Meet et avec Duo, avec d'autres outils informatiques, et je suis en train de faire mon travail, j'anime des séminaires et je fais mon travail, comme je viens de le dire, à partir de mon bureau dans ma maison. Alors, j'ai évoqué les secteurs d'activité, maintenant on va zoomer un peu sur les entreprises. Et vous avez des statistiques devant vous. Les très petites entreprises, qu'on appelle aussi les micro-entreprises, moi j'apprécie beaucoup une appellation en arabe, alors ces entreprises ont été frappées de plein fouet par la crise. Donc 72% de ces entreprises ont été obligées de fermer leurs portes de façon définitive ou provisoire. Alors que les petites et moyennes entreprises PME, PMI, c'est aux alentours de 26%. Par contre, les grandes structures, les grandes entreprises, les méga-entreprises n'ont pas été vraiment
touchées. C'est seulement 2% de ces entreprises qui ont été touchées par le Covid-19. Et pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, ces structures sont dotées de départements, on va le voir tout à l'heure, départements de stratégie, direction recherche et développement, des directions qui sont orientées sur la veille stratégique et économique, et ainsi de suite. Alors, par rapport à ce développement que je viens de faire, l'État, pour moi, pour la première fois, était vraiment très vigilant et il était à la page. Ça veut dire qu'il était aussi capable d'anticiper ces changements et de visualiser, même à court terme, pour ne pas dire à moyen et long terme, les répercussions de ce Covid. Et donc, c'est pour cette raison qu'un premier comité de veille stratégique, une veille aussi économique, a été constitué, un fonds spécial qui a été dédié à cette fameuse pandémie coronavirus, et c'est Sa Majesté le Roi, Mohammed VI, qui était le premier à mettre la main dans la caisse. Et aujourd'hui, le fonds spécial est arrivé à 34 milliards de dirhams, ce n'est rien, et des dépenses ont été déjà lancées par ce fonds spécial. Alors, la CNSS comme étant la Caisse nationale de la sécurité sociale, c'est comme la CNOPS, c'est pour le secteur privé, a créé une indemnité Covid-19 pour aider les personnes, surtout les salariés qui ne travaillent pas ou qui sont en situation de chômage, donc de pouvoir bénéficier de quelques montants. On ne va pas dire que c'est des montants dérisoires, mais c'est au moins les 2/3 du SMIC marocain. Ça veut dire qu'ils touchent 1000 dirhams pendant le mois de mars et 6000 dirhams échelonnés sur 3 mois, avril, mars, et juin, à raison de 2000 dirhams par mois. Donc, cette indemnité CNSS a montré une défaillance dans l'économie marocaine. Ça veut dire que les entreprises qui ne sont pas déclarées, les entreprises qui travaillent dans le secteur, on va dire, sous table, noir, etc., a montré cette défaillance. Et donc, il faut que dorénavant, que nous apprenions à travers l'expérience de cette crise mondiale, que demain, les petites entreprises doivent également aller vers plus de transparence, déclaration de leur chiffre d'affaires, de leurs résultats, etc. Alors, les personnes qui ne sont pas affiliées à la CNSS vont bénéficier du RAMED, c'est des montants, on peut dire dérisoires, mais entre 800 et 1200 dirhams, ça dépend de l'effectif de chaque famille, c'est quand même une petite aide pour ces différentes familles marocaines. Alors, l'État était aussi vigilant via la Caisse centrale de gestion. Il a créé aussi des crédits pour les auto-entrepreneurs. C'est des crédits qui peuvent aller jusqu'à 15 000 dirhams, étalés avec une période de remboursement sur 3 ans, avec un différé, ce qu'on appelle aussi un délai de grâce, qui peut aller jusqu'à 1 année. Mais ce qui est important, c'est que c'est des crédits à 0 intérêt. Alors, il y a également, et ça c'est une excellente décision qui a été prise par M. Jouahri, président de Banque al-Maghrib, c'est la réduction du taux directeur de Banque al-Maghrib de 2,25% à 2%, ce qui va permettre aux entreprises de demander des crédits. Il va y avoir une relance de l'activité économique et les banques commerciales vont avoir assez de liquidités pour pouvoir financer l'économie. Alors, il y a des crédits oxygène, il y a rééchelonnement des dettes avec des réductions des taux débiteurs, surtout pour des entreprises qui sont vraiment en difficulté financière. Et même l'État a exigé une sorte de rationalisation des dépenses de fonctionnement étatique, donc notamment tout ce qui est dépenses d'achat de gasoil, essence, fioul, etc., l'entretien du parc automobile, tout ce qui est festivités, organisation des colloques, etc., tout ça a été arrêté de façon définitive et même les fonctionnaires de l'État se sont
on va dire, ils ont participé eux aussi avec une réduction de 3 jours de leur salaire pour permettre encore une fois au fonds spécial de la pandémie du coronavirus d'être alimenté. Donc voilà grosso modo une introduction pour nous situer aujourd'hui dans le contexte de ce fameux coronavirus. Et maintenant, je vais entamer la deuxième partie de mon intervention. Oui, vous m'écoutez? Oui, il y a une question posée de la part de M. Zerrouki, justement dans le cadre de l'impact de cette crise sur l'économie marocaine. Oui. Ça concerne principalement les coûts des transferts des émireux Ouais. qui ont augmenté et qui ont impacté sûrement cette crise. Est-ce que vous pouvez en parler brièvement? Oui, brièvement. Tout d'abord à double niveau, parce que n'oublions pas que nous, les Marocains, nous avons un secteur qui est très développé, c'est le secteur du tourisme. Et le tourisme participe aux alentours de 7% dans le PIB marocain. Et nous recevons plus ou moins chaque année, d'ailleurs pour la petite anecdote, le Maroc a prévu pour cette année 1 million de touristes chinois. Alors, lorsqu'on est arrivé vers la fin du mois de janvier, c'était seulement 120 000, si ma mémoire est bonne. Et donc, toutes les réservations ont été annulées, etc., etc. Alors, et parmi ces touristes, effectivement, les RME sont considérés aussi comme des touristes étrangers, pas comme des touristes autochtones. Et donc, c'est aux alentours de 3 millions de nuitées que nous avons perdues et ça va impacter effectivement notre trésor et ça va impacter effectivement les devises étrangères. Je pense que si ma mémoire est bonne, j'ai dédié tout on va dire, j'anime chaque dimanche matin au niveau de la radio nationale, Tanger, l'Awraq Tissadia Sab'a en langue arabe. Et un des numéros spéciaux, c'était effectivement les recettes des RME et leur impact au niveau du secteur touristique marocain. La personne peut revenir à cet audio parce que c'est enregistré au niveau de la radio et il peut consulter les statistiques avec beaucoup plus de détails. C'est bon? Oui, très bien. Merci pour et donc, c'est vrai. Je continue. Donc, j'étais en train d'expliquer en quelque sorte le contexte général de ce fameux Covid. Maintenant, on va aller vers le vif du sujet, à savoir le management stratégique et son impact. Alors, le management stratégique, on veut le constater, est constitué de deux mots, le management d'un côté et la stratégie de l'autre. Alors là, je ne vais pas faire un cours magistral, mais pour moi, le management, et ça, si vous allez écouter cette appellation, rappelez-vous que c'est Brahim Semsemani qui l'a développé, d'ailleurs je l'ai déjà rédigé dans un de mes ouvrages. Le management est l'art de ne rien faire, de tout faire faire et de ne pas se laisser faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le manager, le patron d'une entreprise, c'est quelqu'un qui ne va pas s'intéresser à des choses qui sont, on va dire, très opérationnelles, mais il va rester sur un niveau, on va dire, fonctionnel stratégique. Et toutes les activités qui ont un caractère opérationnel vont être déléguées à ses collaborateurs directs et à l'ensemble de la direction financière, direction comptable, direction ressources humaines, direction achat, etc. etc. Par contre, la stratégie est en quelque sorte une technique qui va permettre à l'entreprise de se fixer des buts, des objectifs, voire même une finalité à long terme et de mettre à côté les moyens et les ressources nécessaires pour pouvoir atteindre ces objectifs et ces buts. Et moi, quand je veux faire une comparaison, c'est comme si on est en période de guerre et en période de paix. Il est tout à fait normal que pendant la période de paix, nous allons faire beaucoup plus appel au management. Alors que pendant une période de guerre, on va faire appel beaucoup plus à de la stratégie. Et donc aujourd'hui, nous sommes devant le Covid-19, nous sommes devant une guerre un peu particulière, une guerre entre guillemets, mais
Ça veut dire qu'on doit utiliser davantage de stratégies et davantage de management stratégique. Ensuite, le deuxième élément que je veux développer quand je parle de la stratégie, c'est qu'on va voir en quelque sorte les niveaux de stratégie, ces typologies. Alors, pour faire vite, on va constater que normalement, il y a 3 typologies de stratégie. Hein, c'est ce qu'on appelle aussi des typologies de stratégie de base. Alors, il y a une stratégie délibérée, celle émergente, et finalement une stratégie occurrente. La stratégie délibérée veut dire tout simplement que ce que nous avons conceptualisé au début, comme objectif, but, finalité, etc., nous allons l'exécuter sur le terrain. Ça veut dire ce qui est prévu va être réalisé sans le moindre changement. Et vous avez compris avec moi que cela ne peut pas exister aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un environnement de plus en plus complexe, voire même hyper complexe, un environnement incertain et un environnement chaotique. Donc cette stratégie délibérée ne peut être utilisée que dans un environnement totalement fermé, hein, dans une situation autarcique et sans échange, etc. Donc cela, il n'y a presque aucune entreprise qui fonctionne aujourd'hui dans ce type d'environnement. Alors, deuxième typologie, c'est une stratégie émergente. Ça veut dire que ce que le top management a prévu comme stratégie, il va essayer de le déployer tout en apportant quelques petites modifications, quelques petites adaptations pour atteindre parfaitement, de façon efficace, sinon efficiente, les objectifs qui ont été préalablement fixés. La stratégie occurrente, au contraire, c'est une stratégie, certes, qui a été conceptualisée au début, mais dont la réalisation n'a rien à voir avec ce qui était initialement prévu. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de changements dans l'environnement de l'entreprise qui font que à chaque fois, on va l'adapter et, in fine, la stratégie exécutée est totalement, voire même radicalement différente de celle qui a été planifiée ou prévue au début. Donc, je pense que l'idée des typologies de stratégie est claire. Et maintenant, là, on va zoomer davantage, on va entrer un peu dans le détail en profondeur des stratégies et surtout, on va s'intéresser, bien sûr, aux stratégies qui sont gagnantes. Moi, je n'ai cité quelques-unes ici qui sont devant vous, mais probablement lors des échanges et des discussions, l'auditoire virtuel pourra ou pourrait éventuellement proposer d'autres stratégies et on va entamer le débat à ce point de stratégie gagnante. Alors, mais pour commencer, on va dire que une des premières stratégies gagnantes, c'est la stratégie de diversification de marché et de créneaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par exemple, je suis une entreprise marocaine et j'achète, on va dire, mes matières premières et des produits semi-œuvrés, semi-finis de la Chine, par exemple. Et du coup, la Chine, à partir de fin décembre, avait le problème de coronavirus. Toutes les barrières ont été fermées. Il n'y a pas d'exportation, rien n'entre, rien ne sort, etc. Et donc, moi, je vais être dans une difficulté. Pourquoi? Parce que je ne peux pas avoir d'approvisionnement, je ne peux pas réaliser mes achats de matières premières et je vais être incapable de relancer mon processus de production et de fabrication. Par contre, si j'ai plusieurs marchés, si j'ai entamé des achats partout à travers le monde, même dans le cas de coronavirus, même si j'ai des fournisseurs partout à travers le monde, le problème va rester pratiquement le même. Mais je vais être averti au début et surtout, je peux augmenter mes capacités de stock, bien sûr en faisant des calculs, des stocks de passation, des stocks de possession, et parce que le stock, comme vous le savez, c'est quelque chose qui est coûteux pour l'entreprise, mais quand même, je vais essayer de gérer ça. Parce que vous allez constater qu'une seule stratégie n'est pas suffisante, mais il faut avoir une panoplie de stratégies pour pouvoir détourner les retombées néfastes et négatives de ce fameux coronavirus. Alors, deuxième possibilité, et ça, tout le monde le sait, c'est que mon entreprise doit avoir un fonds de roulement fonctionnel positif. Ben, ça veut dire quoi ça? Alors, si on demande aux comptables, c'est quoi ce blabla? Eh bien, ils vont nous dire, on peut faire un raisonnement, soit par le haut, soit pour le bas de bilan, pour vous expliquer. Alors, si on va analyser par le haut du bilan, ça veut dire que la classe 1, hein, ce qu'on appelle le financement permanent,
moins la classe 2, qui sont les immobilisations, en valeur ou non-valeur, ou les autres types de mobilisation. Si on fait 1 moins 2, ça va me donner un solde positif. Autrement dit, le financement permanent de l'entreprise peut financer les immobilisations, les investissements. Si on fait par contre un raisonnement par le bas du bilan, eh bien, ça veut dire tout simplement que la classe 4 moins la classe 3 nous donne encore une fois un solde positif. Autrement dit, le passif circulant, classe 4, moins l'actif circulant me donne encore une fois un solde positif. Alors, en termes vraiment terre à terre, cela veut dire que même si moi, je n'arrive pas à vendre, à réaliser ma classe 7, je peux continuer à fonctionner même s'il n'y a pas de recette. Alors, combien je peux rester en mesure de produire, de fonctionner, de fabriquer? Eh bien, ça, c'est le délai de ce fonds de roulement. Donc, aujourd'hui, on constate que les petites et moyennes entreprises ont une grande difficulté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un fonds de roulement fonctionnel positif, d'un côté. Et de l'autre côté, même lorsqu'ils arrivent à vendre ou réaliser des projets, les clients ne payent pas soit cash ou ne payent pas avec un délai qui a été déjà préalablement fixé. Ça veut dire qu'il y a toujours au-delà, par exemple, une entreprise fixe l'échéance de paiement 2 mois, alors que le client ne peut payer qu'après 3 mois ou 4 mois ou 5 mois, et cela peut entraîner la trésorerie de l'entreprise. Et donc aussi sur ce qu'on appelle la gestion de trésorerie, son cash va être négatif. Il n'y a pas de cash négatif, entre guillemets, mais ça veut dire qu'il n'a pas des liquidités pour financer ses activités courantes et tout ce qui est charges courantes ou charges d'exploitation. Alors, autre stratégie pour les entreprises aujourd'hui consiste également à opter pour une chasse au gaspillage et à toutes les dépenses de fonctionnement ou aux dépenses farfelues. Ça veut dire que il doit y avoir une certaine rationalisation de dépenses, surtout les dépenses de fonctionnement. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation qui est un peu difficile. Les dépenses de fonctionnement, ce sont des dépenses qui ne sont pas obligatoires et que l'entreprise peut s'en passer. Même s'il n'arrive pas à s'en passer, elle peut les réduire ou du tout essayer de négocier, renégocier. Alors, une quatrième stratégie qui est aussi efficace, et c'est la meilleure pour moi, c'est celle de se reconvertir. Alors, la reconversion, ça veut dire que l'entreprise aujourd'hui a un domaine d'activité stratégique principal, ce qu'on appelle un cœur de métier, ce qu'on appelle aussi des core competencies, c'est ce qu'elle sait faire. Mais une entreprise intelligence orientée stratégie gagnante, c'est une entreprise qui va penser à 2 ou 3 autres domaines, activités stratégiques, mais qu'elle va laisser en veille. Et ce n'est qu'en cas d'une crise, la qaddar Allah, qu'elle peut relancer ce domaine. Alors, pour que je donne des exemples, que ça soit beaucoup plus terre à terre et clair pour vous, là encore, on ne fait pas de publicité. Si nous prenons par exemple une société très connue ici au niveau du Nord, au Maroc, à Tanger, l'Air Corporation, il y a une entreprise qui fabrique des coussins pour entreprises. Ou il y a une autre entreprise, Polydesign, donc il fabrique des produits pour le microsystème automobile. Et ils sont spécialistes aussi dans l'injection plastique, etc. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais ces entreprises aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont en train de fabriquer des gants en plastique. Ce n'est pas leur domaine d'activité stratégique principal, ni le noyau dur de leur savoir-faire, où ils sont en train de fabriquer comment on appelle, ils ont une appellation spéciale, c'est une sorte de couvercle de... Les masques. C'est pas le, mais c'est en fait c'est un masque, truc quelque chose sanitaire, c'est pas grave. On va dire des masques, hein, des tissus, hein. Il y a une appellation technique que j'ai oubliée, mais c'est pas grave. Alors l'idée c'est qu'ils sont en train de fabriquer ça. Aujourd'hui aussi, on constate que presque la majorité des entreprises du secteur du textile fabriquent aussi ça. Donc ça, c'est une solution de reconversion, mais attention, ça doit être une solution éphémère. Ça veut dire qu'elle ne dure pas dans le temps pendant
3, 4, 5 mois, voire même une année. Et ensuite, il faut revenir à l'activité principale de l'entreprise. Donc, cette activité peut être une activité de soutien, de support secondaire, mais pas une activité principale. Mais finalement, j'arrive au dernier point qui m'intéresse le plus. Eh bien, toutes les stratégies ne peuvent pas être gagnantes si l'entreprise elle-même n'a pas les meilleures ressources humaines qui existent sur le marché. Ça veut dire qu'elle est dotée de compétences très, très pertinentes avec des expériences et des savoir-faire inédits. Alors, si l'entreprise est dotée de compétences extraordinaires, c'est souvent ces compétences qui vont être dans des départements, des directions telles que la direction, celle que je viens de citer tout à l'heure, direction de la stratégie ou direction de la veille stratégique ou veille économique, etc. Et donc, ce sont ces hommes et femmes qui vont non seulement être en mesure de conceptualiser la stratégie de l'entreprise, mais également d'aider les collaborateurs à sa mise en œuvre et à sa mise en application. Alors là, j'arrive à tout ce qui est suggestion, recommandation. Vous l'avez constaté, c'est des suggestions dont je viens de parler tout à l'heure, mais là, on va un peu entrer dans le détail. Il est nécessaire qu'aujourd'hui, les entreprises pratiquent du management flexible. Qu'est-ce que ça veut dire un management flexible? Eh bien, c'est un management qui n'est pas rigide. Hein. Il est flexible dans la mesure où, par exemple, si nous prenons les contrats de travail, on doit travailler avec d'autres types de contrats, hormis le contrat à durée indéterminée. Ça veut dire des contrats à domicile, des contrats de travail à distance, des contrats de travail par projet, par service, etc., etc. Mais là, nous avons un petit point sur le plan légal, parce que le travail à domicile ou à distance n'est pas prévu par le Code du travail marocain jusqu'à date d'aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire qu'il faut aussi revoir notre nomenclature législative pour pouvoir apporter des solutions beaucoup plus pertinentes. Alors aussi, les entreprises doivent créer une petite cellule, un petit département, un service orienté risk management. Ça veut dire que c'est un département qui va se focaliser sur les risques potentiels qui peuvent se produire dans le futur et sont toujours dans la possibilité de les anticiper et de les détourner. Le travail à distance veut dire que l'entreprise doit être aujourd'hui digitalisée. Ça veut dire que l'entreprise doit utiliser les techniques les plus modernes en termes de management décisionnel. Et Madame Aïcha, ce matin, je lui ai demandé qu'est-ce que vous faites. Elle m'a dit je suis en train de travailler, j'ai une réunion. Bah, systématiquement, moi j'ai oublié. Je lui ai posé, bah, est-ce que vous allez au cabinet? Non, il m'a dit, on travaille chacun chez lui, mais par visioconférence. Et donc, le travail continue à se réaliser. Et donc, les entreprises doivent intégrer, ne serait-ce que de façon progressive, hein, tout ce qui est conduite de changement en termes de système d'information et de digitalisation. Alors, la rationalisation des dépenses de fonctionnement, c'est quelque chose qui est fondamental. Réduire tout ce qui est indépendance vis-à-vis des entreprises étrangères et donc travailler en tant que société ou entreprise globale, même si on est de petite taille, on peut le faire. Donc il y a énormément de recommandations, mais celle qui me semble la plus pertinente, c'est celle de travailler de façon, on va dire, rapide, de façon agile, avec beaucoup de flexibilité et sans la moindre rigidité. Alors, Madame Aïcha, donc j'ai développé aussi ce point rapidement. Est-ce qu'on peut aller vers un point qui est soi-disant la partie finale? Donc finalement, je pense que j'ai fait un tour d'horizon de ce que je devrais développer, mais j'aimerais quand même vous préciser que le terme crise en chinois, la langue chinoise est une langue très très riche.
Il est symbolisé par des symboles, comme vous le voyez. Et là, c'est des symboles en mandarin, c'est une langue aussi chinoise. Et donc, la crise a deux significations. D'un côté, il signifie le danger, hein, et nous avons tous vu le danger avec ce grand confinement, mais il y a une autre notion aussi fondamentale, c'est l'opportunité qui s'ouvre dans le cadre de ce confinement. Et donc, je pense que c'est des opportunités qui sont disponibles. Il suffit tout simplement de pouvoir les identifier et de les détecter pour les exploiter à bon escient. Et surtout, ça va être une opportunité dans le futur parce que nous allons, croyez-moi sur parole, sortir de ce coronavirus avec beaucoup d'apprentissage. Et pour terminer, j'aimerais revenir à une citation divine, là où le grand Dieu a dit c'est pas celle-ci que je vais développer, ça c'est pour vous. Par contre, pour moi, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, et là je vais terminer avec une citation coranique, بالعربية, ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. Merci beaucoup. Et donc je vais remettre, comme on dit souvent, le micro à Madame Aïcha. Merci beaucoup, Sébrahim, pour ces explications et ces informations assez pertinentes relatives à un thème très important qui est le management stratégique. Effectivement, je vous rejoins sur l'idée que la crise est une grande opportunité pour revoir et réviser nos pratiques et nos stratégies d'anticipation, de prévision et aussi de résilience face à n'importe quelle situation de crise. Je vais un peu... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je vais essayer de synthétiser un peu des questions posées par les participants. Alors, il y a des questions, il y avait une question qui concerne les stratégies de leadership. Est-ce qu'il va y avoir un développement ou bien des modifications sur les stratégies de leadership dans le cadre du management stratégique? Le leadership, j'ai pas bien compris. Est-ce que c'est le leadership de l'entreprise, une entreprise leader sur son marché, ou le leadership qui est pratiqué comme étant un mode, sinon un style au niveau du top management? Ben, j'aimerais bien que la personne clarifie un peu la question. Sinon, je peux répondre aux deux. C'est pas grave. Ok. Donc moi j'ai noté la stratégie leadership, oui. Leadership. On posait aussi des questions sur le marché d'emploi. Ça sort un peu du sujet de la conférence, mais ça rentre toujours dans l'impact de la crise sur l'économie marocaine. Comment vous voyez que cet impact, que l'impact sera sur le marché d'emploi? Ok. Oui. C'est bon, Sébrahim, vous pouvez répondre. Alors, je commencerai par ces deux principales questions rapidement, effectivement. Oui. On revient sur d'autres questions par la suite. Ok, par la suite. Merci beaucoup, Madame Aïcha. Alors, pour la stratégie du leader, je vais répondre selon les deux cas. Alors, stratégie du leader de l'entreprise sur son propre marché, là, toutes les entreprises disent qu'il ne faut pas, en fait pas toutes les entreprises, dans la majorité des entreprises, ils disent que de préférence de ne pas être leader sur son marché et d'être toujours un suiveur aux deuxième position ou troisième position. Pourquoi? Parce que dans une phase de crise, le premier qui va recevoir le coup de cette crise, c'est le leader. Donc ça, c'est en termes organisationnels. Maintenant, sur le terme management et mode, je ne sais pas, mais mon idée en termes de leadership, on peut dire qu'il y a 4 typologies. Moi, je vais prendre une seule approche, parce que je peux m'étaler, c'est mon domaine de spécialité, mais je peux retenir uniquement l'approche des 4 styles de leadership qui sont développés par RC,
ce qu'on appelle aussi le leadership situationnel. C'est à la fois directif, persuasif, participatif et délégatif. Mais aujourd'hui, effectivement, on constate que la tendance est d'aller vers un leadership délégatif en termes de stratégie. Pourquoi? Parce que le directif a montré que il ne donne pas de très bons résultats. Et lorsqu'on applique une stratégie de leadership orientée directivité, les personnes ne l'acceptent pas, ne sont pas motivées et ce ne sont pas, surtout lorsqu'ils ont une longue expérience, ils n'acceptent pas d'exécuter que des ordres et des instructions sont le moindre, la moindre possibilité de changer au niveau de ces directives ou de ces ordres. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas appliquer ce qu'ils pensent, ils ne peuvent pas faire un peu de créativité, ils ne peuvent pas innover. Ben, ils vont devenir comme des machines qui appliquent tout simplement ce que leur demande de réaliser. La deuxième question, c'est vrai, c'est une question qui touche un peu l'économie dans sa globalité. Et effectivement, le marché de l'emploi a été atteint. J'ai développé des statistiques et j'ai expliqué, mais je vais maintenant détailler davantage. Alors, figurez-vous qu'au niveau du Maroc, le taux de chômage qui a été affiché essentiellement par le Haut Commissariat au Plan, c'est toujours aux alentours de 9,5% à 10,3% pendant cette dernière décennie. Ça veut dire depuis 2011 jusqu'à 2020, on va dire jusqu'à 2019, pour être sûr de ce que je suis en train de dire, et que, grosso modo, c'est un taux qui est un peu élevé par rapport aux pays développés, mais moins élevé par rapport aux pays qui ont le même niveau de développement que le nôtre. Hein. Je pense aux pays de la MENA, ça veut dire Middle East et North Africa, et des pays qui ont le même niveau de développement que le nôtre. Par contre, si on va se comparer, par exemple, aux États-Unis à 2,5 ou, par exemple, en Allemagne à 5,5, non, on n'est pas dans la même situation, dans la même approche comparative. Maintenant, avec l'impact du coronavirus, je vous ai dit tout à l'heure que 143 000 entreprises ont libéré leur personnel. Et quand on dit 143 000, c'est presque les 2 tiers du tissu industriel marocain, ou pour généraliser, c'est 57% exactement du tissu de l'économie marocaine. Et avec ces 143, il y a presque 800 000 salariés qui ont été mis au chômage, carrément au chômage. Et j'ai dit quand même que même avec la solution proposée par la CNSS, la solution RAMED, etc., ce n'est pas suffisant. Alors, mais ce qui est important, c'est que les décideurs marocains maintenant ont compris qu'il faut trouver d'autres. D'ailleurs, on était en train de parler, c'est avant le Covid, du nouveau modèle de développement pour le Maroc. Et maintenant, une des conditions fondamentales qu'il faut prendre en considération, c'est comment introduire les idées qui viennent à travers le coronavirus pour atténuer le problème du chômage au niveau des Marocains. Et quand je parle du chômage, c'est dans sa globalité. Ça veut dire aussi bien au niveau urbain qu'au niveau rural, et aussi bien entre les deux sexes, féminin et masculin, et entre les catégories socioprofessionnelles et les catégories par tranche d'âge. Alors, si on est capable d'introduire ce nouveau modèle, je pense qu'on va atténuer de façon drastique les répercussions du chômage et des répercussions sur le marché de l'emploi. D'autres questions, c'est Ibrahim? Oui. Vous pouvez noter. Alors, Monsieur Tariq pose la question suivante. Pouvons-nous ajouter la lettre S pour faire référence à la crise sanitaire au modèle Pistel pour une analyse stratégique dans le futur? Oui, pourquoi pas. C'est une excellente idée. Oui.
Je n'ai pas pensé à ça. Et il faut le reconnaître. Oui, je pense que c'est une excellente idée. Euh, J'explique la signification qui est derrière. Le modèle PESTEL, c'est comme le modèle des 5 S. Ça veut dire qu'on va prendre en considération, dans l'approche stratégique, l'environnement interne, 5 S, ça veut dire la stratégie, la structure, le social, ça veut dire l'effectif pour les ressources humaines, le système et le style. Donc ça, c'est l'environnement interne de l'entreprise. Et l'environnement externe de l'entreprise, elle est signifiée par le fameux modèle PESTEL, ça veut dire l'environnement politique, économique, social, technique, technologique, écologique, légal. Et le fait d'ajouter le S me semble important, oui, ça va être aussi sanitaire, mais j'espère que ça ne va pas être le cas. Pourquoi? Parce que si on va ajouter le S, ça veut dire qu'on aura toujours, Inch'Allah, des crises sanitaires. Et nous, on ne veut pas avoir cette lettre, quoique c'est intelligent de votre part de le mentionner. Ok, une autre question. Que voulez-vous dire par être agile et pratiquer le management agile face à cette crise? Si vous pouvez un peu développer ce point, Ibrahim, d'agilité, de Oui. flexibilité. Alors, agile, c'est aussi flexible. Euh, Moi, j'ai travaillé beaucoup il y a quelques années avec Jean-Marie Peretti et il y avait un bouquin, un collectif qui s'appelle L'entreprise agile, ça veut dire flexible, mais qui a été repris par un autre auteur. Je ne vais pas citer le nom, mais le bouquin s'appelle L'entreprise agile. Alors, l'entreprise agile a beaucoup de spécificités. Tout d'abord, c'est une entreprise qui, en termes de gestion, là je suis dans la gestion de ressources humaines, dans la gestion des ressources humaines, comme je l'ai dit tout à l'heure de façon assez rapide, expéditive, il y a plusieurs catégories de contrats, types de travail. Donc il n'y a pas qu'un seul contrat à durée déterminée au contrat à durée indéterminée, mais il y a plusieurs possibilités, de telle sorte que lorsque l'entreprise, parce que l'entreprise aujourd'hui se trouve dans un environnement chaotique, comme je l'ai cité tout à l'heure, et donc il n'a pas une idée sur le nombre de réalisations de projets, le nombre de commandes qu'il va recevoir, etc., etc. Et donc, plus elle est dans une phase d'expansion et elle arrive à vendre, à commercialiser, plus elle peut avoir un effectif important, parce que la gestion des effectifs est quelque chose de très important en termes de GPEC ou la GPEC, et plus elle se trouve dans une situation, on ne va pas dire de crise, mais une situation où il y a moins de commandes, moins de projets, alors là, il va être obligé de faire du downsizing, de la réduction des effectifs. Par contre, s'il est dans une approche d'agilité, de flexibilité, il a des contrats spéciaux de toutes les typologies que je viens de vous citer, et donc il peut bien gérer au moins ce côté. Donc ça, c'est une entreprise qui est flexible, au moins sur la partie emploi et sur le marché, ce qu'on appelle le marché aussi interne du travail. Ok. Vous notez 3 questions, s'il vous plaît, Ibrahim. Oui. La première, une intervention de M. Fassé. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y aurait un risque de déborder vers une économie de rente, pas de création de valeur? L'exemple des entités qui revendiquent des subventions indues. La deuxième, à votre avis, quels seront les enjeux des managers pour assurer la reprise après Covid qui s'annonce trop dure et trop lente? La reprise. Mhm. Pensez-vous que l'État doit adopter une planification stratégique pour délimiter le secteur informel, étant donné son poids d'une part et les contraintes qu'il soulève de l'autre part? Oui. C'est bon. 3 questions à vous de répondre, c'est vrai. Alors, pour réduire une stratégie pour réduire l'informel, c'est ça? Exactement. L'informel et les contraintes soulevées de ce secteur informel, Ok, contrainte justement. relative à ce secteur. Très bien. La, la première question de Self est une question un peu délicate.
il me faut un peu un moment de réflexion pour pouvoir apporter de très bons éléments de réponse. Mais comme ça, au vol d'oiseau, je peux dire que c'est vrai, il y a toujours des risques d'avoir une économie de rente qui se développe dans ce contexte particulier, parce que quand on parle d'économie de rente, ça veut dire qu'il y a des personnes qui pratiquent ce type d'économie qui ne sont pas des personnes qui ont je préfère utiliser le terme en arabe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce sont des renards qui sont en train d'attendre qu'il y ait une crise ou un problème pour sauter sur cette occasion et en profiter au maximum. Abstraction faite du reste. Je peux donner un exemple. J'ai trouvé, en sortant de chez moi, lorsque l'État a décrété que personne ne doit sortir, etc., il faut avoir le masque, etc., et que le masque doit être vendu, si vous vous rappelez, à 0,8 dirhams aux 80 centimes le masque, n'est-ce pas? Eh bien, on a trouvé ici, Fumsallah, des personnes qui vendaient le même masque avec un prix, on va dire, double, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Eh bien, ça a été multiplié par au-delà de 10 fois, parce que 10 fois, ça fait 8 dirhams. Ça a été vendu à 10 dirhams. Et c'est le même. Ce n'est pas un masque pharmaceutique, etc., etc. Donc, s'il y a des charlatans comme ça qui profitent de cette économie de rente, ils vont profiter pendant un laps de temps, mais par la suite, ils vont se détruire eux-mêmes dans le futur proche. C'est vrai, aujourd'hui, le terme qui est utilisé, c'est que l'entreprise n'est pas là pour faire du gain, pour gagner de l'argent, pour profiter au maximum, non. Il doit plutôt créer de la valeur ajoutée. Et effectivement, une fois cette valeur ajoutée est créée, il est dispatché à ce qu'on appelle des stockholders ou des parties prenantes, des porteurs d'enjeux, et notamment il y a les actionnaires, certes, mais il y a aussi les clients, il y a l'environnement sociétal, il y a les autres parties prenantes, les salariés, etc., etc. Et donc, la nouvelle tendance, effectivement, c'est de créer de la valeur ajoutée parce que tout le monde va bénéficier. Par contre, lorsqu'on est dans une économie de rente, eh bien seulement l'entreprise ou le patron ou la personne qui veut profiter de cette situation qui va bénéficier. Mais attention, ce bénéfice ne pourra en aucun cas être à long terme. Ça ne peut être qu'un bénéfice très, très court-termiste. Alors, deuxième question, les enjeux de reprise pour les entreprises et pour les patrons. Là, on n'en discute pas, vous avez raison. Il va y avoir beaucoup de difficultés. Je suis en train de finaliser une démarche méthodologique pour mes étudiants de troisième année et des étudiants de cinquième année sur le projet de fin d'études. Et comme vous le savez, le projet de fin d'études, on me pose la question, monsieur, comment on va faire? Parce qu'on n'arrive pas à obtenir des stages. Et que normalement, on doit se tenir avant de la fin de l'année et ça ne serait jamais possible. Je leur dis, oui, ça ne serait pas possible. Pourquoi? Parce que si le 20 mai est maintenu pour l'expiration de la phase de confinement, Inch'Allah, de façon progressive dans le déconfinement, ben, il faut attendre que les entreprises se familiarisent au début. Ça veut dire que probablement les entreprises vont commencer à s'organiser, à produire, à fabriquer pendant le mois de juin, juillet, et hop, on est devant le mois d'août, et là aussi, probablement un arrêt, pas définitif, mais provisoire, ça dépendrait des entreprises. Et je pense que la reprise ne serait réelle que vers la fin de l'année, ou du moins vers le début de l'année 2021. Alors, entre nous, le Fonds monétaire international a dit que même l'année 2021, ça ne va pas être une année d'expansion économique et qu'il table plus ou moins sur une reprise timide. Et ce n'est qu'à partir de l'année 2022 qu'effectivement, il va y avoir de très bons taux de croissance qui frôlent, voire même dépassent la limite de 5-6% pour l'économie mondiale et donc pour la majorité des pays de ce globe. Troisième, je pense, et dernière question,
l'État doit normalement avoir une stratégie forte. Quand je dis forte, ça veut dire avec un effet de coercition derrière pour pouvoir réduire l'informel. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient du fait que l'informel ne peut qu'être quelque chose de très nuisible pour l'économie, pour l'entreprise et pour les salariés. Et aujourd'hui, même ces salariés qui n'ont pas eu la possibilité d'accéder à quelques petites indemnités, Covid-19 de la CNSS ou RAMED, etc., ils sont conscients que demain, lorsqu'ils veulent renégocier leur contrat de travail, eh bien, ils vont demander, et de façon obligatoire à leur employeur, de faire une déclaration au niveau de la CNSS et qu'ils soient totalement dans le déclarer, en toute transparence, dans le déclarer. Et je pense que c'est une leçon parmi les leçons qu'on peut en tirer de ce fameux Covid-19. Merci beaucoup, Sibrahim, pour vos réponses. On arrive à la fin de cette session. Je vous remercie encore une fois pour votre présentation assez pertinente. Que nous allons organiser une formation avec Sibrahim Temsamani justement sur le management stratégique, sur les outils de gestion de crise le 14 et 15 mai. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Je vous remercie tous pour votre présence, pour votre participation. Je tiens à signaler aussi que nous allons organiser un autre webinaire la semaine prochaine qui va porter sur les mesures fiscales et réglementaires relatives à la récession due au Covid-19. Donc, merci à vous tous et on se dit à très bientôt. Merci. Ibrahim, grand merci à vous. C'est à moi. Merci pour vous, Aïcha, et merci aussi pour l'auditoire virtuel présent qui était parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous, monsieur. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci infiniment et à très très bientôt. À bientôt. Très bientôt. Merci à vous. Merci pour le webinaire. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.